Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau Question Avenir. Or vert ou métal du diable, depuis des décennies, la Nouvelle-Calédonie vit au rythme des cycles du nickel, le fameux LME, à la fois cyclique donc, et puis forcément tout puissant pour la Nouvelle-Calédonie. Alors de cette vulnérabilité est née une évidence, la Nouvelle-Calédonie doit se doter d'une stratégie nickel à l'échelle du pays, quel que soit l'avenir institutionnel, avec ou sans la France. Reste à savoir quelle stratégie. C'est donc l'objet des deux débats que nous vous proposons ce soir. Tout à l'heure, nous rejoindra Philippe Michel, le secrétaire général de Calédonie Ensemble, pour débattre face à Gilbert Thuyennon, le deuxième vice-président de l'Union calédonienne, qui est déjà avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et pour commencer, vous allez débattre face à Pierre Frogier. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le président des Républicains, le président du Rassemblement Les Républicains. Je précise que l'UNI que nous avons sollicité n'a pas souhaité participer à ce débat. Olivier Jeannemann, bonsoir. Bonsoir Angélique. Alors vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. Pour ouvrir ce débat et bien en comprendre les enjeux finalement, rappelez-nous déjà dans un premier temps quel est le poids du nickel dans cette économie calédonienne, avec une question finalement, le nickel peut-il être l'outil de l'indépendance économique ? Eh bien, selon l'économiste Olivier Sudry, l'indépendance économique avec le nickel est un scénario qui ne fonctionne pas. Tous nos calculs, dit-il, montrent que le nickel ne suffira pas à contrebalancer les transferts financiers de l'État qui sont de l'ordre de 140 à 150 milliards de francs pacifiques par an. Alors, instrument d'indépendance, non, mais outil d'émancipation, c'est en route. Le nickel a déjà contribué à la diversification économique de la Calédonie. Dans les années 60 et 70, le nickel représentait 30% du produit intérieur brut, de la richesse produite localement. En 2007, avec des cours à 50 000 $ la tonne, un véritable record à l'époque, ce n'était plus que 17% du PIB, et depuis, le nickel pèse bon an mal an entre 5 et 10% des richesses produites localement. Le secteur emploie directement, indirectement et de manière induite 15 à 20 000 salariés. Il agit comme un moteur, le nickel agit comme un moteur sur l'économie insulaire. C'est un moteur qui s'enraye et qui s'emballe au rythme des cotations, des cours du métal à la Bourse de Londres. Car du nickel, il y en a beaucoup dans le monde. Ces dernières années, pour cause de récession, des mines et des usines ont fermé. Elles seront toutes réactivées avec la remontée des cours. C'est le cas actuellement depuis le début de l'année. Le nickel est aujourd'hui environ à 15, mais il n'est même pas environ, il est au-delà de 15 000 $ la tonne. Et les experts précisent déjà qu'à la fin 2019, les prix pourraient atteindre 20 000 $ la tonne. La Nouvelle-Calédonie pourrait connaître dans ces conditions un nouveau boom. Elle aurait tort de croire qu'il va durer, car pour pérenniser, la filière doit d'abord se moderniser et réduire encore ses coûts de production. Le nickel a beau peser 90 à 95% des exportations calédoniennes, il ne couvre qu'à peine la moitié de la balance commerciale. C'est dire que bâtir l'économie insulaire sur ses seules ressources est voué à l'échec. En revanche, diversifier l'économie autour et grâce au nickel, c'est déjà commencé, cela doit continuer et même s'accélérer. Merci Olivier. Gilbert Thuyennon, Pierre Frogier, l'élaboration de la stratégie nickel, on en parle depuis, je n'ose pas dire des décennies, mais au moins une décennie. Pourquoi finalement verrait-elle enfin le jour après le 4 novembre 2018 ? Permettez-moi tout d'abord une réflexion. Je suis quand même un peu étonné que le Palika n'ait pas accepté cette invitation à débattre. Est-ce un aveu d'impuissance ? Est-ce une forme de mépris à notre égard ? Lorsque l'on sait quand même que le Palika porte ce qu'il a dénommé lui-même et qui a malheureusement été ensuite répété à l'envi, une doctrine, la doctrine de la province Nord, comme si la Nouvelle-Calédonie pouvait s'aligner vers la province Nord s'agissant de la mise en valeur de nos richesses minières et industrielles en matière de nickel. Mais une autre mise au point, si vous me permettez, au début de cet échange. La France, l'État. Il n'y a pas d'usine du Nord si l'État n'est pas là, si la France n'est pas là. Parce qu'il n'y a pas de transfert du massif de Cognambo. Il n'y a pas de participation des provinces à Eramet et à SLN, si l'État n'est pas là. Ça a fait l'objet des négociations que Jacques Lafleur et moi avons menées dans les années 97-99. Et puis surtout, si la France, si le budget de l'État
n'avaient pas accompagné nos droits industriels, ça fait longtemps qu'ils auraient disparu. Je vais vous donner simplement un chiffre. Olivier Jodman, effectivement, a évoqué le rapport Sudry. Les transferts publics de l'État, c'est à peu près 1,2 milliard, 1,3 milliard d'euros par an, ou 150 milliards CFP. Savez-vous que sur l'exercice 2016, l'État a non seulement assuré ses transferts pour permettre à la Nouvelle-Calédonie d'assurer son niveau de vie, mais a doublé, ce montant de transfert a doublé en 2016. Il est passé d'1,2 milliard ou 1,3 milliard d'euros à 2,6 milliards. Pourquoi faire ? Pour éviter que KNS ne ferme ou soit revendu à des industriels étrangers, pour permettre à la SLN de poursuivre son activité et pour permettre à Vallée de poursuivre son activité. Près d'1,5 milliard d'euros en subventions directes, en avance de trésorerie, en défiscalisation. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Alors Pierre Froger, vous avez lancé finalement le débat sur ce rôle de l'État. Gilbert Thuénon, je vous pose la question, après justement ce référendum et dans votre perspective d'indépendance, quel devrait être le rôle de l'État, on le sait aujourd'hui très présent dans cette industrie du nickel? D'abord peut-être répondre à votre... Vous souhaitez peut-être répondre à votre première question, là, parce que la question d'une stratégie nickel pour le pays, bien évidemment que c'est une question stratégique pour notre pays. Quand on sait que le nickel, c'est la seule ressource naturelle valorisable aujourd'hui dans notre pays, il est évident qu'il faut qu'ensemble, tout Calédoniens, nous élaborons cette stratégie d'exploitation de notre ressource. Pour ce qui nous concerne à l'Union calédonienne, nous avons toujours défini 3 points. C'est la question de la maîtrise de la ressource. Il faut que les Calédoniens soient partie prenante dans l'exploitation de ce patrimoine commun qui est le leur. Le second volet consiste à dire qu'il faut que nous soyons intéressés à l'exploitation minière. Il ne s'agit pas d'être intéressés, comme elle a toujours été, au travail de la mine, ni à conduire des camions, mais à être intéressés en tant qu'entreprise qui travaille auprès de la mine. Et le troisième volet, c'est la question des populations locales. Le nickel a été découvert en 1864, 154 ans aujourd'hui. La SLN fonctionne depuis 1910. Donc, il faut, à un moment donné, que la manière dont la ressource a été exploitée soit mieux partagée pour l'ensemble des Calédoniens. Et pour ce faire, nous disons qu'il faut une stratégie qui soit partagée, une stratégie qui soit comprise par les Calédoniens et surtout qui soit comprise par les sociétés minières. Moi, je suis d'une commune minière. Je vis de la mine, je vis un peu de la mine. Je rappelle que vous êtes maire de Canalac. Depuis tout temps, depuis petit. Qu'est-ce qu'on a connu? On a connu la pollution. On a connu les bateaux qui arrivaient et qui partaient. Mais nous sommes toujours restés dans la même situation. Donc ça, on ne peut pas. On ne peut pas, après tant d'années, après plus d'un siècle d'exploitation de cette ressource, rester sans élaborer une stratégie qui soit partagée par l'ensemble des Calédoniens. Et à ce niveau-là, nous, on n'a jamais dit que la ressource nickel, c'est elle qui va faire de telle sorte qu'on va soutenir financièrement l'indépendance. Elle fait partie des leviers économiques du pays. Elle fait partie des leviers économiques. Mais au-delà de la question de financement de l'indépendance, ce n'est pas que le seul nickel. On le voit, il n'y a aucun pays dans le monde aujourd'hui, à part ceux qui détiennent des ressources stratégiques, style pétrole et tout ça, qui basent leur économie sur de la mono-industrie. Nous, on dit non. Et la l'Union calédonienne, il faut de plus en disant la mine, le nickel, doit servir d'outil de diversification économique du pays. C'est le fameux, comment dire, c'est le fameux... C'est l'outil de transition pour vous. L'outil de transition qui fait qu'une fois qu'on a un pied de la mine, nous servons de la ressource minière pour faire des hôtels, pour faire de l'aquaculture. Et on l'a fait. En province Nord, au tout début de la provincialisation, c'est ce qui a été réalisé. Je vous rappelle que quand même, il y a des fermes qui ont été lancées du côté de Vaud, il y a des hôtels qui ont été lancés du côté de Poum, du côté de Yingen. Voilà ce que nous voulons. Sur le fond, évidemment, je partage cette analyse. C'est vrai que pendant un siècle, il y avait la SLN, et ce qui a été bon pour la SLN était bon pour la Nouvelle-Calédonie, ça a duré longtemps. Et puis il y a eu une révolution industrielle à partir de 1998. L'usine du Nord, c'était pour le rééquilibrage de la Nouvelle-Calédonie. C'était pas pour préparer l'indépendance. C'était pour le rééquilibrage économique et humain d'ailleurs de la Nouvelle-Calédonie.
Mais au-delà de ça, il y a eu un défaut, il y a eu un manque. C'est-à-dire qu'au moment où on est parti dans la construction de ces usines, je parle du Nord et du Sud, il n'y a pas eu, malheureusement, il n'y a pas pu avoir de rendez-vous entre nous, comme nous avons pu le faire à Matignon et au Dino, et ensuite à l'accord de Nouméa, pour élaborer cette stratégie. Pourquoi ? Parce que la province Nord a confisqué ce débat en voulant nous imposer sa propre stratégie. Et allant dans le sens de ce que Gilbert Thuyennon vient d'évoquer, il faut que la Calédonie redevienne au centre du débat sur le nickel. La Calédonie, les Calédoniens. Il ne peut pas y avoir une réalité du nickel dans le nord, il ne peut pas y en avoir une dans le sud. Bon, les îles sont un peu préservées de ce problème-là. Mais lorsque, ensemble, on aura reconnu qu'au centre du dispositif, c'est la Calédonie et les Calédoniens, et savoir comment cette richesse, effectivement, qui appartient à tous, comment cette richesse peut être valorisée au mieux dans leur intérêt, on aura déjà fait un grand progrès. Alors allons-y justement dans le concret. L'idée c'est de se projeter, mais déjà à très court terme il y a une urgence, notamment la survie des 3 usines qui sont implantées sur notre sol, à commencer par la SLN qui tire la sonnette d'alarme. Malgré la remontée des cours, elle se dit plus fragile que jamais. Pierre Froger, la SLN, c'est finalement la pièce maîtresse de votre stratégie nickel. Comment la sauver aujourd'hui ? Il n'y a pas que la SLN. Les 3 usines sont il faut les sauver de la même façon. Alors c'est vrai que la SLN, c'est une vieille dame, mais et on y tient beaucoup parce que il y a la force de la SLN, c'est son personnel. Malheureusement, c'est pas le cas dans la province Nord, et c'est pas encore le cas. Enfin, c'est pas encore le cas à KNS, et ça n'est pas encore tout à fait avalé. Mais la puissance de la SLN, c'est son personnel, puisque de génération en génération, vous avez dans chaque famille quelqu'un qui sert la SLN. Et donc il faut aller au-delà de ça. Il faut reconnaître. Et c'est ce que le schéma donné tout à l'heure. Il y a une baisse tendancielle des cours du nickel depuis 30 ans. Et ça ne va pas s'arrêter. Alors après, il y a des mouvements spéculatifs, comme en ce moment. Mais il y a une baisse tendancielle. Donc, quel est l'avenir de la Calédonie ? Le défi pour la Calédonie, c'est la productivité. La compétitivité. Alors comment vous, les collectivités, les politiques, et vous êtes tous concernés, vous intervenez pour aider des opérateurs qui sont la plupart du temps, à part en province Nord, privés, à améliorer leur compétitivité ? La province Nord, pour le moment, elle est privée. Ce n'est pas parce qu'il y a 51% que détient la province Nord. C'est un débat, mais c'est pas elle qui l'a payé. Quelle est votre vision là-dessus ? Donc elle est aux mains de ceux qui ont payé. Peut-être poursuivre sur la SLN. La SLN, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est une question de gouvernance. Je crois que la SLN, il est temps qu'elle fasse la place aux Calédoniens. C'est-à-dire on l'a vu, nous, il a fallu attendre 2000 pour qu'on rentre au capital de la SLN, quand même. Que les Calédoniens soient présents dans la SLN. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Alors, il faut aller plus loin. Donc, pour participer aux décisions de la SLN, il faut qu'on y soit présent dans les instances de gouvernance de la SLN. Pourquoi faire ? Mais d'abord, une priorité absolue, c'est la modernisation de l'outil SLN. C'est les méthodes de travail de la SLN qu'il faut qu'on voit autrement. On a trop connu des situations de terrain où la SLN n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors, pour moi, la première des choses dans la SLN, c'est la gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous pensez que la Nouvelle-Calédonie, alors via la STCPI pour faire simple, c'est le fameux débat, doit être majoritaire au sein du capital de la SLN ? Malheureusement, une orientation fondamentale de l'accord de Nouméa qui consiste à dire que les outils de l'État qui exercent en Nouvelle-Calédonie, qui travaillent en Nouvelle-Calédonie, nous, Calédoniens, on doit y être majoritaire. Donc c'est la question de la SLN. Je sais que le sénateur, pour avoir négocié l'accord de Nouméa, c'est un sujet qu'il faut amener aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui à 34%, à compter de 2007, je crois qu'on est monté à 34%. Nous, ce qu'on disons, qu'il faut qu'on soit majoritaire dans le capital de la SLN. Oui. Pour être mis au fait des choses. Parce que vous nous dites, les Calédoniens, les responsables, comme d'habitude, on les appelle toujours au secours quand on a les becs dans l'eau. Mais avant ça, voilà. Donc nous opposerons toujours
à cette stratégie qui consiste à prendre 51% de la SLN. Et si vous permettez 2 minutes, 2-3 minutes d'histoire, on ne peut comprendre l'entrée des collectivités, notamment des provinces, dans le capital d'Eramet et dans le capital de la SLN, si l'on sait que Jacques Lafleur s'est opposé. Jamais il n'aurait apposé cette signature, s'il avait su un jour que la revendication était d'être majoritaire au capital de la SLN. Parce que ça l'était déjà. Et donc qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a évalué, le gouvernement a évalué ce que coûtait, ce que valait 50% de la SLN. Et ça a été transformé en action d'Eramet, en de valeur d'action d'Eramet. 4% aujourd'hui. Oui, mais dans un premier temps, ça a été du Eramet. Et ensuite, ce Eramet s'est transformé en 30% à la SLN et 4% dans Eramet. Voilà comment ça s'est passé. Alors mais pourquoi vous êtes contre cette montée majoritaire, Pierre Frogier? Eh bien pourquoi? Parce que les capitaux publics n'ont rien à faire dans des entreprises privées. Alors, ça vaut aussi bien pour la province Nord que ça vaut pour Valais, puisque la province Sud, dans les années 2004, avec Philippe Gomez, a pris une participation financière dans le capital de Valais. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas d'être actionnaire. D'abord, parce que le montant des sommes en jeu ne sont pas à la hauteur des moyens des provinces. Quel est le budget de la province Sud? 50 milliards à peu près. Ouais. Je me trompe peut-être, mais pas de grand-chose. Le coût de l'usine de Goro, c'est presque 1000 milliards de francs CFP. La même chose pour KNS. Et donc, il ne suffit pas... D'abord, il faut pouvoir lever des fonds pour devenir actionnaire majoritaire. Mais quand ça ne va pas après dans l'entreprise, ce n'est pas les provinces. Les provinces n'ont aucun moyen, n'ont pas de moyens financiers suffisants. Il faut pouvoir éviter que l'entreprise ferme ou qu'il y ait des licenciements. Alors comment on fait pour que le politique ait malgré tout une prise? 3 mots. Complémentarité. Complémentarité d'abord. Solidarité. Et puis harmonisation des exploitations entre les différents industriels et entre les différents mineurs. Et c'est ça la stratégie. Je pense que lorsque Gilbert Thuénon évoque une stratégie minière et industrielle, il me semble qu'il fait aussi allusion à ça. Mais tant qu'on n'aura pas abouti à ça, tant qu'on n'aura pas donné plus de synergie entre les opérateurs industriels et les mineurs, la Nouvelle-Calédonie ira dans le mur. Voilà, je dis les choses un peu crûment et un peu simplement, mais nous n'en sortirons jamais. Est-ce que vous êtes d'accord avec Michel Collin, l'expert mandaté par l'État en 2016, qui plaide dans son rapport pour finalement la création d'une autorité indépendante qui notamment décide ou en tout cas prépare les autorisations des concessions et finalement qui prépare le politique avant décision, Gilbert Thuénon? C'est une proposition qui mérite d'avoir été formulée, on la partagera certainement. Mais moi je veux revenir sur la situation de la SLN. Quand nous disons à l'Union calédonienne qu'il faut que la Calédonie soit présente dans l'exploitation de cette ressource majeure du pays, nous ne faisons pas l'opposition tout public, tout privé. Dans l'exploitation de notre ressource essentielle, il y a un partage qui doit se faire, il y a un équilibre qui doit se faire. Or, quand nous disons que la SLN, dans la gestion de la SLN, nous devons être plus présents, c'est parce qu'il faut tenir compte de la réalité historique et de la réalité économique de l'outil SLN. Aujourd'hui, la SLN, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'elle travaille sur Thiou. C'est quoi le résultat de la SLN dans la population de Thiou? C'est quoi? C'est la pollution, c'est des montagnes, il n'y a plus de recouvert végétal, ce sont des rivières qui se sont aggravées. Et la seule façon de poursuivre avec la SLN, c'est que les Calédoniens y soient présents. Et nous disons, ce n'est pas une question d'opposer le public au privé, c'est une question de rattraper en quelque part l'histoire. Parce que la seule façon d'être présent dans ces entités-là, c'est les entités publiques. Donc c'est... Juste une réponse quand même à la réserve de Pierre Frogier sur la question finalement de la dette. C'est-à-dire que la multinationale peut gérer beaucoup de bénéfices, mais engranger aussi beaucoup de dettes et les collectivités en seraient solidaires. Est-ce que ça c'est une vous savez, la question, elle a été tranchée au moment où la négociation pour la construction de l'usine du Nord. Les Calédoniens ont emporté la ressource,
Et l'industriel a apporté les moyens financiers, les moyens industriels et tout ça. Ça s'est fait. L'usine du Nord, très concrètement, c'est ça. Oui, mais il faut le faire comme il faut. Il ne faut pas partir dans des négociations où on n'est pas maître. Non seulement nous avons apporté la ressource au niveau de l'usine du Nord avec tout ce que le sénateur a rappelé tout à l'heure, mais en plus de ça, nous avons empêché que les 51% soient dilués par une quelconque augmentation de capital, par l'augmentation des coûts, par des réinvestissements et tout ça. Donc, il y a des outils qui ont été prouvés, qui peuvent continuer à être mis en œuvre. Oui, 51%, c'était au moment où le projet qui était à l'époque porté par Falcon Bridge était à 1,4 milliard ou 1,5 milliard. Aujourd'hui, il est à 9 milliards. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'apport du Cognambo, ça devait faire à peu près... un peu moins, mais enfin, disons 51, 49. Aujourd'hui, ça n'est plus. Ça n'est plus. Et on sait très bien que la province Nord n'a aucun mot à dire dans la gestion de l'entreprise, aucun mot à dire sur les orientations. Malheureusement, c'est comme ça. Mais... Alors, il n'y a pas de représentant de la province Nord, mais là-dessus, Gilbert Thuinon, sur finalement la liberté, aujourd'hui la maîtrise décisionnelle, est-ce que vous estimez qu'elle appartient toujours à la SMSP et à la province Nord? Qui paye commande. Mais la maîtrise, elle est simplement sur le fait que la ressource nous appartient, elle nous appartiendra toujours. L'usine, demain, peut s'arrêter, la ressource sera là. Et en question de gestion de la ressource pour nos générations futures, je pense que là, on a bien fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu des contraintes de gestion, des contraintes financières et tout ça, on est noyé dans la gestion de l'usine du Nord parce qu'il a fallu recapitaliser à plusieurs reprises. Il a fallu réinvestir. Je rappelle que les fours sont tombés en panne à plusieurs reprises. Il y a eu plein d'investissements. Mais la ressource nous appartient. Et partant de là, qui n'a pas la ressource, il n'y a pas d'usine. Donc c'est quand même un point, à notre sens, fondamental. Alors j'aimerais qu'on parle de la mine. Les mineurs aujourd'hui ont une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête avec le schéma minier qui fixe une échéance, à savoir 2019, pour avoir finalement établi la reconnaissance de leurs titres, de leurs concessions. Un impératif qui concerne tous les opérateurs. On peut le voir, y compris la SLN qui possède la moitié de ces titres. La réalité aujourd'hui, c'est qu'une bonne partie de ces surfaces dites favorables n'ont pas été reconnues. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce qu'il faut décaler ce délai? On parle de 5 ans supplémentaires. Ou est-ce qu'il faut tout remettre à plat et redistribuer ces titres? C'est la thèse un petit peu extrême. Peut-être préciser pourquoi, en 2009, le Code minier a imposé aux opérateurs miniers la reconnaissance. Parce que ce n'est pas tout, par exemple, de détenir 50% des titres miniers, mais de ne pas savoir qu'est-ce qu'on détient en réalité. Donc il fallait bien évidemment que l'on sache qu'est-ce que ça représente en termes de ressources, ces titres-là. Le gouvernement, je crois qu'on a adopté une loi du pays qui consistait à dire... la deadline qui a été fixée en 2019, on a proposé qu'elle soit prorogée de 5 ans, je crois. 2024. Le dossier a été déposé au niveau du Congrès. Mais je crois qu'entre-temps, le GTPS s'en est saisi parce qu'on a d'autres contraintes. Les contraintes, une simple contrainte qui m'est à l'esprit, par exemple, c'est la question de la ressource, de l'accès à la ressource. Il y a quelques blocages encore qui empêchent les mineurs de faire le travail pour aller effectivement sur leur titre reconnaître. Mais ce dossier-là, il a été pris en main par le GTPS qui se réunit régulièrement. Je crois qu'on va aboutir. Il n'y a pas de raison. Rapidement, Pierre Fauger, on va accueillir justement, poursuivre avec notre invité. Non, oui, je ne suis pas dans les institutions, ni au Congrès, ni au gouvernement. Mais j'ai l'impression que là aussi, on joue un peu au chat à la souris. Et puis quand j'entends Gilbert Thuinon parler du GTPS, c'est un peu comme le groupe des vous dites là, présidents. le G10 là. Voilà, un peu comme le G10. Donc à quelques-uns, on essaie de faire sa salade pour sa petite cuisine pour l'imposer aux autres ensuite. Et je pense que sur ce sujet majeur encore une fois, c'est la Calédonie qui est au centre là. On parle des Calédoniens d'aujourd'hui et des Calédoniens de demain. Ça mériterait un débat beaucoup plus élargi que ça. Beaucoup plus élargi que ça, même à l'intérieur du Congrès. Et vous savez, je crois vraiment que la solution, elle passe par la confiance. La confiance que les opérateurs peuvent avoir entre eux,
la confiance que les industriels peuvent avoir entre eux. Et il faut construire cette confiance. Aujourd'hui, cette confiance n'existe pas. On va en reparler. Pierre Frogier, je vous coupe. Peut-être pour Gilbert Thuénon. tempérer ce que dit le sénateur, peut-être lui rappeler que c'est une décision d'un de nos comités de signataires, monsieur le sénateur. Donc, messieurs, on va poursuivre. Vous êtes assis sur bien des décisions du comité des signataires. Nous accueillons tout de suite Thibaut Martelin, qui est le vice-président du syndicat des exportateurs de minerais. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, donc, je le rappelle, vous êtes représentant des exportateurs de minerais, les fameux mineurs, et vous avez des questions à poser à nos deux invités ce soir. Oui, merci beaucoup pour la qualité de votre débat. J'ai une première question qui est plutôt un constat et puis un partage d'avis. À ce jour, et depuis la réforme du Code minier de 2009, 215 concessions ont fait l'objet d'une demande de renouvellement qui a elle-même été jugée recevable. C'est 14% du domaine minier. D'ici la fin de l'année, c'est 20% du domaine minier avec 90 concessions nouvelles dont le renouvellement sera demandé. Certaines instances font un préalable à la définition d'une stratégie nickel et refusent la tenue d'un comité consultatif des mines suivi d'un conseil des mines pour instruire ces dossiers. Donc la profession dénonce l'incertitude qui pèse sur ces titres miniers, dont certains sont en activité d'ailleurs, déplore le manque de visibilité dont on a besoin en tant qu'investisseur et s'inquiète énormément de l'intérêt à agir de ceux-là même qui bloquent l'instruction de ces dossiers. Qu'en pensez-vous ? Alors je peux peut-être clarifier, je pense que vous visez en termes de collectivité, notamment la province Nord. Entre autres. Entre autres. Gilbert Thuénon, vous, je rappelle que vous êtes président du Fonds Nickel. Oui, puis j'avais en charge, notamment, le secteur voilà. Mine. Peut-être pour répondre à M. Thibaut Martelin, simplement indiquer qu'à notre sens, à l'Union calédonienne, il faut respecter les textes qu'on a élaborés. En l'espèce, c'est le code minier qui donne le tempo. Donc c'est d'abord le comité consultatif des mines qui donne un avis. Et après ça monte au Conseil des mines, et c'est les provinces, et en dernier, qui doivent s'en saisir de ces dossiers-là. Pour nous, à l'Union calédonienne, c'est la route à suivre. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes, il y a d'autres enjeux que nous ne maîtrisons pas? Je ne sais pas. Mais moi, la réponse que j'ai envie de dire, c'est, pour une fois, c'est une réponse de légaliste, une réponse d'arracheur de dents, ou je ne sais pas, mais il faut respecter les textes qu'on a ensemble définis. Et notre congrès a défini un code minier en 2009 avec un schéma de ressources, de l'exploitation des ressources minières. C'est nos textes aujourd'hui, c'est ceux qu'il faut respecter. Pierre Frogier, un commentaire sur justement je pense que ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est la confiance qu'il faut restaurer. Tant qu'on jouera les uns contre les autres, tant qu'on jouera tel petit mineur contre tel petit mineur, tant qu'on jouera les petits mineurs contre les industriels, on ne sortira pas. Et il faut restaurer cette confiance. Moi, je me souviens de ce qui s'est passé dans les rues de Nouméa il y a 2 ans, sous l'autorité de Philippe Germain. Ça a été les uns contre les autres. Et ils pensaient pouvoir régler le problème en montant les uns contre les autres. On a vu ce que ça a failli se finir de façon dramatique. Et donc sur ces sujets-là, encore une fois, c'est les Calédoniens au centre de tout. Eh bien, il faut restaurer la confiance entre les opérateurs. Et ce n'est pas dans le GTPS que cette confiance sera restaurée. Donc débrouillez-vous à vous mettre tous autour de la table et puis à trouver des solutions. Thibaut Martelin, une autre question. Justement, pour en revenir à ce fameux dramatique conflit des rouleurs en 2015, dans son article 2 de son protocole de fin de conflit, signé en août 2015, le gouvernement s'était engagé à associer l'ensemble de la profession minière à l'élaboration d'une stratégie nickel. Alors même que des GTPS dont vous parliez ont repris à propos de ce sujet, je voulais savoir quand et sous quelle forme était-il envisagé d'associer les acteurs économiques concernés pour éclairer cette réflexion. Je ne suis pas dans le GTPS, mais... Alors GTPS, on va quand même préciser, qui regroupe les présidents des collectivités. Tout le monde comprendra. qui regroupe les signataires et les présidents des exécutifs, provinces et gouvernements avec le haut-commissaire. Non, de ce que nous voyons dans le travail qui doit être entrepris, c'est d'abord un niveau de responsable politique. Tant que nous ne sommes pas tombés d'accord sur les manières d'élaborer cette stratégie, pour moi, il est inutile de rajouter du problème à ça. Voilà, c'est long, Gilbert. Mais oui, mais c'est ce que vous voulez. C'est peut-être long, mais je le disais tout à l'heure, ça fait
Il faut faire attention parce que c'est une ressource essentielle pour notre pays. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient que des choses avancent, notamment sur le terrain. Et le comité, il faut qu'il travaille comme il faut sur ça. Il nous reste peu de temps. Je vous propose de passer à votre question suivante. Oui, on y a déjà partiellement répondu. En fait, le code minier oblige les mineurs à reconnaître leur domaine avant 2019. Ce sujet a d'ailleurs, le report a été abordé dans le plan de soutien conjoncturel du gouvernement de mars 2016, ne tient pas compte d'une contrainte grandissante qui est l'accès à la ressource des sociétés minières. Vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure. À ce jour, pour certains d'entre nous, 75% de leur domaine à reconnaître est gelé pour diverses raisons, généralement postérieures à l'attribution des titres. Ce sont des périmètres de protection des eaux, pour des captages parfois illégaux, ce sont des réserves naturelles qui ont été instaurées après, ce sont des moratoires, des blocages coutumiers. Et je voulais savoir quelles mesures vous comptez prendre pour nous permettre de répondre à nos obligations pour dans 11 mois. Mais pour ce qui me concerne, il n'y a pas de mesure en particulier. C'est la question peut-être de la confiance. C'est la question de l'implication des Calédoniens sur ce sujet-là. Quand je disais tout à l'heure que les populations locales doivent être prises en compte, c'est aussi ça. C'est comment nous travaillons ensemble sur... Vous le disiez sur votre commune, Canala, vous avez, je veux dire, la double expérience et la double... vous avez tous les prismes, finalement. Ces blocages coutumiers, comment vous les gérez ? Mais effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile. Sur une certaine partie de la commune, les choses se déroulent bien. L'activité de la société de M. Martelin, de ce côté-là, ça va très bien du côté de Nagati. On sait qu'à côté de ça, sur les mines de Boaken, il y a des soucis. Mais il faut continuer la discussion. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Mais moi, je dis que le fond du dossier, c'est comment prendre en compte les populations locales. Boaken, par exemple, cette tribu-là, c'est une tribu où il n'y avait rien. Il n'y a rien. Il n'y avait pas de route. Et la mine n'est toujours pas exploitée. Le pont, il est tellement ancien qu'il coûte très cher. Donc, il faut d'abord donner satisfaction aux besoins quotidiens des populations, prendre en compte la vie quotidienne des gens. On ne peut plus aujourd'hui, parce que la question environnementale et la question des besoins des populations, elle est différente que par le passé. Donc, c'est ce travail en commun, c'est ce travail de longue haleine, des discussions, d'échanges, de partenariat, qui va nous permettre d'avancer. Notre interlocuteur le sait très bien. Entre nous, ça ne s'est jamais bien passé sur Nagati. Comment on a fait ? En discutant. Et on est arrivé. Et aujourd'hui, les choses vont très bien, puisque... Gilbert Suénon, on arrive vraiment à la fin de ce premier débat. Sur toute cette question, finalement, à la fois de la contrainte réglementaire économique, de l'urgence même économique, et finalement de cette inertie parfois pour des choses très particulières. Pierre Froger, quelle est votre proposition, votre vision globale ? Ce serait un peu long de développer ce que pourrait être un nouveau schéma industriel et minier. Je suis à votre disposition si vous souhaitez en parler dans les semaines qui viennent. Je le ferai volontiers. Mais en conclusion, je pense que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qu'il faut changer. Monsieur, tout à l'heure, posait la question de savoir, sur l'article 2 du protocole, il y avait une clause de revoyure avec le gouvernement. Bon, malheureusement, que ce gouvernement, les engagements, c'est pour ceux qui y croient. Voilà. Donc il faut rétablir cette confiance. Et vous savez ce que vient de dire Gilbert Thuénon, moi je le ressens beaucoup. On ne peut plus aujourd'hui exploiter le nickel, ouvrir des mines comme on le faisait il y a quelques décennies, parce que les populations sont peut-être pas plus exigeantes, mais aujourd'hui veulent prendre effectivement toute leur part à cette exploitation. Donc ça fait un tout. Et à la veille de cette consultation, à la veille de ce scrutin d'autodétermination, il y a bien un sujet qui pourrait nous réunir. C'est effectivement celui-là. Parce que depuis 20 ans, nous souffrons, la Calédonie souffre du fait qu'il y ait une conception du développement du nickel dans le nord, une autre dans le sud. Et ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Donc c'est vraiment une urgence, Et à cette condition, je vous dis, même si je le dis depuis 10 fois, c'est la confiance qu'il faut restaurer, et je suis persuadé qu'ensuite les choses iront mieux.
Merci. Merci Thibaut Marthelin d'avoir participé à cette émission. Alors c'est la fin de ce premier débat. Olivier, que faut-il selon vous en retenir ? Eh bien, je vais essayer d'être bref parce qu'on a un peu déjà déporté sur les temps. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a une convergence évidente entre Pierre Frogier et Gilbert Thuillier-Non, c'est qu'il faut diversifier l'économie calédonienne avec le nickel. Là, tous les deux sont d'accord. La principale divergence qui oppose finalement Pierre Frogier à Gilbert Thuillier-Non, c'est la manière de voir la SLN, puisque clairement, Gilbert Thuillier-Non est plutôt favorable à une prise de participation majoritaire, alors que Pierre Frogier est complètement opposé pour la bonne raison qu'il ne faut pas mélanger capitaux publics et entreprises privées. Donc voilà ce qui les rassemble et ce qui les oppose. Maintenant, il y a aussi d'autres points de convergence intéressants, notamment sur ce que vous venez de dire les uns et les autres concernant les populations locales et la prise en compte des populations locales. Ça, c'est un vrai sujet qui a été absolument abordé de la même manière par nos deux invités, et c'est une réalité dont il faudra tenir compte très rapidement maintenant. Merci Olivier, c'est la fin de cette première partie. Merci Pierre Frogier d'avoir participé à ce question à venir. Spécial nickel dans un instant, tout de suite d'ailleurs. C'est Philippe Michel de Calédonie Ensemble qui nous rejoint pour la suite de ce débat. Philippe Michel, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de poursuivre, Olivier Jodeman, on poursuit donc avec vous et j'allais dire avec une double question. Cette fois, comment le nickel pourrait-il enfin profiter aux générations futures? Et finalement, est-ce que ce nickel, il y en aura encore dans 50, 60, 70 ans? Ça, c'est une vraie question. Et si on se réfère aux statistiques géologiques américaines, les réserves mondiales de nickel s'établissent aujourd'hui à 74 millions de tonnes de métal contenu dans le monde. Alors, 74 millions de tonnes, ça fait jamais que 37 années de consommation mondiale, c'est très rapide. Et alors, pour ce qui est de la Calédonie, on dit que la Calédonie détient un peu plus de 9% de ses réserves. Ça représente environ 7 millions de tonnes. Et là, 35 années de production, là encore, c'est très court, parce qu'au rythme de 200 000 tonnes par an, cela part au bout de 35 ans. 200 000 tonnes par an, c'est à peu près la production des 3 usines calédoniennes et de celle de Corée du Sud. Alors, bien sûr, c'est une notion qui peut être révisée à la hausse, la notion de réserve, on le sait bien. Mais de toute manière, ce qui est sûr, c'est que la ressource, elle n'est pas inépuisable. Même si on revoit la notion de réserve à la hausse, à un moment ou à un autre, elle va s'épuiser. Alors, pour faire profiter les générations futures du nickel, il faut déjà pouvoir créer un fonds souverain, un fonds qui soit différent du fonds nickel, qui, vous le savez bien, en fait a été créé uniquement pour soutenir la filière nickel. Le fonds souverain, pour le créer, il faudrait pouvoir contourner le pacte de stabilité fiscale qui a été accordé aux usines du Sud et du Nord, ce qui veut dire que ces usines ne vont pas payer d'impôts pendant près de 15 à 20 ans. Donc pas de ressources de ce côté-là. Alors évidemment, d'autres personnes avaient pensé à détourner un petit peu la loi. En 2008, Harold Martin avait parlé d'une redevance minière d'extraction. Et puis en 2009, c'est Philippe Gomes qui avait projeté de créer une redevance domaniale d'exploitation. En 2018, le fonds pour les générations futures n'existe toujours pas. Et donc si l'alimentation du fonds souverain pose question, il ne faut pas oublier non plus que sa gestion et sa gouvernance sont tout aussi sensibles, même plus sensibles, car la gouvernance du fonds pourrait changer à chaque alternance politique? Ça, c'est une vraie question. Ou est-ce qu'elle devrait, au contraire, cette gouvernance, être totalement indépendante du pouvoir politique? Un problème, en tout cas, pour les générations futures. Alors, messieurs, la question est posée. Ce fameux fonds pour les générations futures, verra-t-il enfin le jour? Est-ce que c'est pour vous autre chose qu'un argument, j'allais dire, de campagne? Ça fait très longtemps qu'on en parle. Philippe Michel. Je crois que c'est absolument indispensable parce qu'il ne peut pas y avoir une stratégie ou une politique nickel digne de ce nom si on n'est pas capable de préparer l'après-nickel. Le nickel, vous l'avez dit, c'est une ressource collective qui appartient aux Calédoniens, mais qui est épuisable. Ça signifie qu'à un moment, effectivement, il n'y en aura plus. Alors, je ne sais pas si c'est tout de suite ou un peu plus tard, mais peu importe, il faut préparer ça. Et pour préparer ça, il faut utiliser effectivement au maximum les richesses créées par l'exploitation aujourd'hui pour investir dans un fonds, diversifier l'économie, préparer les générations d'après, etc. C'est dans ce sens-là qu'effectivement une proposition de création d'une redevance d'extraction est en débat entre les groupes politiques
pour alimenter un fonds. Alors après, on peut avoir tout un tas de discussions sur la gouvernance de ce fonds, l'affectation des financements qu'il détiendra, etc. Mais c'est une nécessité absolue. Simplement, je signale que ces 2 dernières années, on a été occupé sur autre chose. On a été occupé sur une urgence totale, absolue, prioritaire, qui était le sauvetage des 3 usines de Nouvelle-Calédonie. Parce que si l'une seule de ces usines, et a fortiori les 3 fermées, ont plongé le pays dans le chaos. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, on a un petit peu dégagé l'horizon sur l'avenir de l'usine du Nord, de l'usine du Sud et de la SLN, même s'il y a encore beaucoup de travail. Mais on peut maintenant effectivement finaliser cette stratégie nickel et la création de ce fonds pour les générations futures, parce que c'est indispensable. Alors là, je m'adresse aux membres du gouvernement, Gilbert Thuénon. Comment on va l'abonder, ce fonds ? On l'a vu, il y a une vraie problématique à la fois juridique et vis-à-vis des métallurgistes aussi. Ce que vient de dire le président de la province sud, effectivement, on a passé notre temps à se préoccuper des usines, mais aussi des sociétés minières qui étaient là, oui, et de leurs sous-traitants, ce qui n'était pas une mince affaire. Je rappelle que le fonds nickel que je préside a quand même débloqué plus de 800 millions de francs pour venir en soutien au secteur. Ceci étant dit, je crois qu'on peut le dire, je crois que l'ensemble de la mouvance politique calédonienne aujourd'hui est d'accord pour créer ce fonds pour les générations futures, qui s'appellera Fonds souverain, je ne sais ce que j'en sais. En tout état de cause, il semblerait que la meilleure solution, ce soit une redevance d'extraction. Pour justement contourner ce fameux pacte de stabilité. Oui, parce qu'il nous semble que les premiers éléments que nous avons eus sur le plan juridique indiquaient qu'il ne faut pas que l'appellation taxe apparaisse. Or, une redevance d'extraction sur toutes les activités d'extraction, ça pourrait passer. Il suffit de savoir à quel moment on le met, quand est-ce qu'on le mettra, et puis à partir de là, là où il faut absolument, par contre, que nous soyons d'accord, c'est les modalités de gouvernance de ce fonds-là. Si on met un fonds pour les générations futures, il ne s'agit pas d'aller le piquer à la première difficulté financière de nos collectivités. Il faut sanctuariser. Ce qui veut dire une autorité indépendante pour le gérer il faut en tout cas trouver le moyen de sanctuariser ces fonds pour qu'effectivement on ne tape pas dans ce fonds pour faire face à des difficultés conjoncturelles. Si on parle d'un fonds pour les générations futures... Il y a plein d'exemples de gestion. J'en prends pour exemple celui, le fonds souverain du Qatar, le fonds souverain de la Norvège. Il y a des modalités de gestion qui sont connues. Il suffit de prendre le meilleur exemple. On ne part pas du néant. Là. Il y a des exemples dans le monde qui marchent très bien. Alors tout le monde est d'accord, le travail est enclenché. Quand ? Ça fait partie des orientations, je crois, du comité stratégique du GTPS, et puis de la stratégie industrielle et minière que nous devons mettre en place. Je pense que c'est l'un des chapitres de ce travail-là sur lequel il faudra qu'on soit d'accord. J'insiste quand même sur le quand, parce que l'une des vocations notamment possibles de ce fonds, c'est de financer par exemple les régimes sociaux. Aujourd'hui, il y a plus qu'urgence. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je crois que la réponse est dans ce que vous avez affirmé tout à l'heure. Le nickel est intimement lié à l'avenir de notre pays. Donc, il y a des rendez-vous importants qui sont là devant nous. À partir de là, vous avez à peu près une idée de quand est-ce que les choses vont se régler, je pense. Clairement, c'est le premier sujet d'importance majeure à traiter immédiatement après le référendum. Voilà. C'est très simple, parce qu'il faut effectivement aboutir maintenant sur ce sujet. C'est-à-dire que pour vous, le passage, c'est-à-dire l'après-référendum, sera propice justement à gommer les divergences qui sont aujourd'hui fondamentales. On a reparlé du modèle de l'usine du Nord, du modèle... Il y a plein de sujets qui nous ont permis, parce que nous avions eu des institutions, quand même il faut le dire, malgré toutes les difficultés qu'on a connues, on a eu des institutions à peu près stables, avec des provinces qui fonctionnaient, un congrès qui fonctionnait, un gouvernement qui de temps en temps battait de l'aile, mais il fonctionnait quand même. Donc il y a plein de dossiers qui sont là sur la table. Et ceux qui seront aux manettes du pays à l'issue du référendum auront de quoi travailler. Et l'un des chantiers, effectivement, le président a raison, c'est le fonds pour les générations futures. Ça me permet de vous poser une question, Gilbert Thuénon. Vous avez dit beaucoup lors du premier débat, nous, à l'Union calédonienne. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une stratégie, une politique, une proposition nickel FLNKS ? Oui, bien sûr. C'est celui qui a été porté par nos équipes au moment où nous nous battons pour l'usine du Nord. Maîtrise de la ressource, valorisation par les outils du pays et prise en compte des populations locales.
Alors sur les exportations, on a commencé à en parler. On n'a pas abordé la question de fond qui a été soulevée par le conflit des rouleurs, à savoir quels minerais il faut garder pour nous et quels sont finalement les critères pour exporter, volume, durée. Philippe Michel, est-ce que Calédonie Ensemble a précisé son projet là-dessus? Oui, tout à fait. Le schéma idéal d'exploitation minière, c'est celui qui permet de réserver les minerais les plus riches qui sont transformables localement à nos usines calédoniennes pour soutenir l'emploi, créer de la richesse, etc. Et exporter les minerais pauvres qu'on ne peut pas valoriser de toute façon dans nos unités de transformation. Parce que si on arrive à marier la transformation dans les usines locales des minerais riches et l'exportation des minerais pauvres, on optimise au maximum l'exploitation minière. On fait durer les mines plus longtemps, on ne gaspille rien, on crée plus d'emplois et proportionnellement à la richesse qu'on en retire, on impacte sensiblement moins l'environnement. À condition quand même de respecter 2 ou 3 règles de base. La première, c'est de ne pas exporter vers nos propres concurrents, parce que c'est quand même sinon se tirer une balle dans le pied. Vous parlez de la Chine notamment, évidemment. Je parle en tout cas des fondeurs de pig iron. Exporter vers la Chine, c'est pas tant ça l'objet, c'est d'exporter vers des aciéristes en Chine, et pas des producteurs de pig iron. Et c'est ce qui a conduit le gouvernement, dans le cadre d'ailleurs d'une décision politique qui avait été actée au comité des signataires en 2016, donc à débloquer un certain nombre d'autorisations d'exportation, mais pour des durées précises, pour des quantités limitées et sur des clients parfaitement identifiés et répondant aux règles que je viens d'indiquer. Quelle place pour la Corée, puisque c'est une usine calédonienne mais qui n'est pas sur notre sol, Gilbert Thuénon, c'est de l'exportation ou c'est de la valorisation locale, ou c'est les deux? C'est les deux. Je rappelle simplement que je crois que c'est sur les 6,5 millions d'exportations aujourd'hui, la Corée en bénéficie de 3,5 millions. Voilà. Donc c'est un courant prioritaire, ça aussi c'est un consensus. Et d'ailleurs tous les mineurs de Nouvelle-Calédonie alimentent la Corée. La SLN et les petits mineurs y compris. Moi, ce que je rajouterais par contre, c'est, je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est la question de la modernisation de nos outils. On sait qu'aujourd'hui, la SLN en fourne à peu près à 2,30, 2,50. Rien ne nous empêche d'espérer que demain, la SLN en fourne à 1,80. Donc, du coup, nous allons augmenter la durée de la ressource. Sauf que la SLN, aujourd'hui, elle perd encore 2 milliards sur le premier trimestre. Elle n'est pas en capacité d'investir. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Oui, il faut tendre vers ça. On ne peut plus, et aujourd'hui, continuer à écrémer la ressource. Donc, l'avenir, c'est aussi baisser les teneurs d'exploitation. Oui. Les Japonais, aujourd'hui, nous prennent à 1,80. Je crois que c'est bien parti pour qu'ils nous prennent à 1,60, 1,70. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, nous pouvons toujours maintenir ces courants d'exportation pourvu qu'on fasse attention à nos interlocuteurs de l'autre côté, que ce ne soient pas nos concurrents, comme disait le Président. Il faut faire attention à ça. Alors, sans revenir sur la polémique Prony-Pernot, malgré tout, c'est aujourd'hui l'un des joyaux, le joyau qui reste. La province Sud est toujours détenteur de ces titres. Quel est le projet? Comment valoriser ce joyau si particulier? Alors, d'abord, c'est en mettant en concurrence pour tirer le maximum de profit et de valorisation du gisement qu'il faut procéder. C'est-à-dire, cette fois-ci, il ne faudrait pas brader... C'est ça, c'est exactement ça. Si j'ai annulé l'attribution du gisement Prony-Pernot à SLN et à Vallée, c'est parce que manifestement, les conditions économiques dans lesquelles ce gisement était apporté à ces industriels étaient totalement désastreuses pour la collectivité et les Calédoniens. La règle pour les provinces, c'est de faire en sorte que les ressources qui sont des ressources collectives des Calédoniens et qui ne sont pas renouvelables soient valorisées dans les meilleures conditions possibles. Or, ni Vallée ni la SLN n'avaient besoin de ce gisement pour poursuivre leur activité. Et les propositions qui avaient été faites n'étaient pas à la hauteur de l'intérêt général. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une exploitation qui se prépare? Est-ce que la province est... Non. Aujourd'hui, on a 3 usines. Ça suffit. Aujourd'hui, on a 3 usines qui sont toutes les 3 en difficulté à des degrés divers. Et donc, la règle absolue, c'est d'abord de consolider et de pérenniser le fonctionnement de ces usines.
3 usines, c'est beaucoup à supporter pour un pays comme la Nouvelle-Calédonie. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'acceptabilité par les populations locales des impacts de l'exploitation minière qui est de plus en plus sensible, parce que les Calédoniens n'acceptent plus ce qu'ils ont accepté par le passé en termes d'impact, de pollution, etc. Donc je crois qu'il faut, pérenniser le fonctionnement de nos usines actuelles et garantir nos emplois, et 2, faire une pause, parce que le sujet est assez compliqué comme ça. On parlait des générations futures. Justement, la ressource Prony, Pernod Prony, c'est les générations futures. Je crois qu'il faut absolument geler cette ressource-là. Et je ne crois pas que les populations du Sud aujourd'hui accepteraient qu'une 4e usine se mette dans le Sud. Et la question, elle est là. Le président, je pense que c'est une réserve technique provinciale aujourd'hui. Il faut la maintenir. Et puis là, le verser dans le dossier Génération Future. Et puis le geler pour les 150 ans qui viennent. Et j'ajoute que, pour compléter, si vous permettez, avant d'attribuer de nouveaux massifs à des industriels qui sont déjà en exploitation de mines et d'usines, il faut quand même s'assurer que ces industriels sont en condition d'optimiser leurs process, d'abaisser leurs coûts de production et d'être viables. Parce que c'est quand même bien la question qui est aujourd'hui posée, et pour la SLN et pour Vale. Alors on sait que sur le nickel, la question de Prony, elle rejoint aussi une autre préoccupation qui est le nôtre à l'Union calédonienne. On a plein de mines qui ont été ouvertes par le passé et qui aujourd'hui méritent d'être fermées. Donc avant d'aller ouvrir encore, d'aller esquinter des montagnes, des cours d'eau et tout ça, épuisons ces ressources-là, les mines orphelines, faisons de telle sorte qu'on extrait et puis qu'on replante derrière. Après, les ressources qui n'ont pas été touchées, laissons-les pour plus tard. J'aimerais quand même revenir sur votre relation, et notamment président de la province Sud, avec les multinationales. On le voit aujourd'hui avec Vale. On a le sentiment quand même d'un bras de fer déséquilibré pour la collectivité. Ah non, mais bien sûr que c'est un bras de fer. Bien sûr que c'est un bras de fer, parce que c'est pas des PME qu'on a en face de nous, c'est des groupes extrêmement puissants de taille. Je vais aller au bout, Philippe Michel. Oui. Vous nous dites qu'il faut d'abord pérenniser nos usines, etc., etc. Finalement, quels outils vous avez aujourd'hui? Quel levier le politique a vraiment pour atteindre cet objectif-là? On en a un certain nombre. On peut imposer à ces industriels un certain nombre de normes d'exploitation qui les contraignent à réaliser des investissements, à respecter un minimum de normes, avant d'accepter de discuter de quoi que ce soit d'autre en termes d'attribution de gisements supplémentaires. Regardez ce qui se passe avec la SLN, avec l'affaire de la centrale. On a une centrale qu'aucun pays au monde n'accepterait en fonctionnement au milieu de la ville. C'est un outil qui date du siècle dernier, qui pollue tout le monde, qui impacte l'environnement et la santé des Calédoniens. Ça fait 15 ans qu'on doit la reconstruire. On aurait pu la reconstruire parce que la SLN, en 2012, c'est pas si vieux, avait 100 milliards de dividendes en caisse. Et elle a distribué ces dividendes au lieu de construire cette centrale, alors que nous savions que nous entrions dans la crise. Et aujourd'hui, le résultat des courses, c'est que c'est les Calédoniens qui vont financer cette centrale dont on a besoin. Donc ce genre de situation-là, il ne faut pas que ça se reproduise. Et donc, même si les provinces peuvent apparaître comme le petit poussé face à des groupes internationaux, il faut avoir la volonté de se faire respecter et de faire respecter l'intérêt général des Calédoniens. Parce que sinon, les choses sont assez simples. La mission des industriels, ce n'est pas de travailler pour l'intérêt général. La mission de l'industriel, c'est de travailler pour optimiser leurs profits au profit de leurs actionnaires. Et le boulot des collectivités, elle, c'est d'imposer les règles d'intérêt général. Voilà. Et effectivement, ce n'est pas facile tous les jours, je vous l'accorde. Pour le gouvernement, j'imagine aussi, on parlait de Vale quand même d'un mot, on attend toujours la venue d'un nouvel actionnaire pour pérenniser l'usine. Le point d'interrogation reste le même pour vous aussi ? Alors, la différence, c'est que la situation a évolué. Avec la remontée des cours du nickel, avec le niveau extrêmement élevé des cours du cobalt et avec l'amélioration des productions et de la maîtrise du process de production de Vale, aujourd'hui, l'usine ne perd plus d'argent. Et donc, il est possible, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, que cet élément-là, qui est quand même substantiel, amène les dirigeants de Vale à réviser peu ou prou leur stratégie.
Je n'en sais rien et je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce que je sais, moi, c'est que la province, elle continue de surveiller l'usine du Sud comme le lait sur le feu, parce que ce que je sais, ce que tous les Calédoniens savent, c'est qu'on ne pourra pas avoir un autre accident majeur à l'usine du Sud. Alors, je n'ai pas la possibilité de certifier que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, j'ai la responsabilité de prendre toutes les mesures possibles pour éviter que ça puisse se produire. Un levier évoqué notamment par le rapport Collin pour justement que les retombées soient optimisées pour les populations locales, c'est une fiscalité particulière à l'attention des communes minières. Gilbert Thuénon, là encore, membre du gouvernement et maire de cette commune de Canala, est-ce que ça c'est quelque chose qui peut arriver rapidement? On sait que les mineurs n'y sont pas forcément opposés. Aujourd'hui, la compétence fiscale appartient à la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est vrai que les communes minières réclament depuis quelque temps une part sur l'exploitation. C'est normal, parce que nous subissons toutes les retombées négatives aussi de l'exploitation minière. Il faudra que sur le sujet, nous avançons aussi. Mais nous sommes aussi pour dire que notre pays, nous avons aussi l'obligation de prêter attention à ce que moi j'appelle la solidarité fiscale du pays. Il ne faudrait pas que les communes riches oublient qu'à côté d'elles, il y a certaines communes qui n'ont pas la ressource minière. Donc il faut faire attention à ça. Donc ce serait plutôt effectivement, nous sommes pour une fiscalité minière, mais cette fiscalité, il faut qu'elle soit bien réfléchie, il faut qu'elle soit adaptée pour ne pas abîmer notre solidarité fiscale. Nous avons ouvert le chapitre du nickel et de l'environnement. Nous allons le poursuivre en accueillant notre dernière invitée. Il s'agit de Martine Cornaille, la présidente de PLP, Ensemble pour la planète. Bonsoir Martine Cornaille. Bonsoir. Alors j'imagine que vous avez des questions à poser à nos invités. C'est à vous. Elles seraient très nombreuses, donc on m'a limité à 2 ou 3. Exactement, je vous précise, donc, vous avez je représente ici la société civile qui se désole de voir passer le train. Le nickel, c'est pas seulement l'affaire des élus, c'est aussi l'affaire de la société civile. Donc ma première question concerne la centrale électrique de Doniambo et s'adresse à M. Michel. Monsieur Michel, comment pouvez-vous justifier auprès de nous le choix d'une centrale 100% gaz financée de surcroît par les Calédoniens, alors même que les études des alternatives n'ont pas été réalisées, et nous pensons notamment aux études visant à organiser un mix renouvelable. Alors, c'est le point de vue que vous exprimez et que je respecte. Cela dit, les experts techniques qu'on a commis sur le sujet nous expliquent que la centrale dont on a besoin à la fois pour alimenter Doniambo, mais aussi, et j'insiste sur ce point parce que c'est très important, la distribution publique, 30%. Voilà, doit être une centrale type gaz, puisque l'option gaz est aujourd'hui le carburant de la transition énergétique, nous dit-on. En tout cas, est infiniment préférable au charbon. Absolument pas. Et plus encore au fioul lourd. Non, mais je ne suis pas assez spécialisé sur le sujet pour avoir un débat pointu sur le... je parle des expertises qui ont été faites. Et c'est ce qui justifie donc, le choix qui a été retenu, tout simplement. Monsieur Michel, j'ai un document signé de votre main qui dit on ne peut pas vous communiquer les études des alternatives parce qu'elles n'ont pas été réalisées. C'était au début de votre mandature, à la tête de la province sud. Donc voilà, une réponse qui est absolument non satisfaisante. 4 ans depuis, Madame Cornaille. À l'époque, on était sur une centrale charbon. Oui, mais peu importe. Il n'y avait déjà pas eu d'études d'alternatives. Alors si vous en avez aujourd'hui, nous sommes preneurs. Nous les attendons avec impatience. Alors la deuxième question... Gilbert Thuénon, je crois, souhaite... je veux dire, sur ce choix du gaz, est-ce que là... Non, sur le choix du gaz ou pas, je laisse le soin aux ceux qui connaissent de répondre. Vous ne souhaitez pas être solidaire. Moi, j'ai eu l'occasion de recevoir les 2 missionnaires qui étaient arrivés en 2012 sur la question de l'usine... sur la question de la centrale, si c'était une centrale à charbon, une centrale à gaz et tout ça. Nous, pour ce qui nous concerne, la question qu'on leur avait posée, mais que fait encore cette usine en plein centre-ville? On aurait pu prendre les dispositions à un moment donné. Le président a parlé tout à l'heure des 100 et quelques milliards, mais quelques années avant, il y avait plein de ressources au sein de la SLN. On aurait pu, encore une fois, nous Calédoniens, réfléchir en amont pour que cette usine sorte de la ville.
Ce qui souligne au passage d'ailleurs, j'en profite pour le dire tout à l'heure, ce qui souligne tout l'intérêt d'être présent au capital de ces structures pour pouvoir peser sur les décisions qui sont prises. Vous aussi, vous plaidez à hauteur, présence majoritaire. Ce que je crois, moi, c'est qu'on a aujourd'hui 3 usines. Ce que je crois, c'est que si l'une de ces usines ferme, c'est une catastrophe économique, politique et sociale pour le pays. Et ce que je crois donc, c'est qu'on doit avoir une stratégie qui est commune à ces 3 unités et à ces 3 usines, parce que tout le monde est dans le même bateau. Je crois effectivement que cette stratégie, elle doit être portée à un niveau de Nouvelle-Calédonie pour ne pas opposer la politique des uns dans certaines provinces à la politique des autres. Et je crois effectivement que cette stratégie, elle doit reposer sur une participation publique à l'actionnariat. Et je fais observer, parce qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure, Pierre Frogier, le sénateur Frogier, a beaucoup parlé tout à l'heure de l'aide de l'État, etc. Je fais observer que l'État a apporté son aide à l'usine du Nord alors qu'il détient 0% au capital de l'usine du Nord, qu'il a apporté son aide à l'usine du Sud alors qu'il détient 0% au capital de l'usine du Sud, et que la centrale électrique de la SLN, c'est la Nouvelle-Calédonie qui va payer alors qu'elle est minoritaire au capital. Ce qui prouve une chose, il n'y a pas besoin d'être actionnaire majoritaire au capital pour pouvoir mobiliser des fonds au soutien de ces usines. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Martine Cornaille. Alors la deuxième question concerne une deuxième monstruosité pour la société civile que je représente ici, et c'est donc la construction d'une usine en Chine qui va donc théoriquement valoriser le minerai calédonien, qui est donc un bien commun, je crois que personne ne le discute ici, et pour autant la société civile est mise devant le fait accompli. Est-ce que ce type de projet pourrait faire l'objet de débats publics préalables de façon à ce que les Calédoniens puissent s'exprimer. Parce qu'à côté de la démocratie représentative incarnée par nos élus, il y a ce qu'on appelle la démocratie participative. Et en Nouvelle-Calédonie, on est frustré, comme ce n'est pas permis, parce qu'elle n'existe pas. Donc on vous demande, messieurs, de faire un effort et d'associer davantage la société civile aux grands choix que vous faites pour nous, a priori, dans notre intérêt. On veut y participer. Gilbert Thuénon. Je crois que cette préoccupation mérite peut-être une amélioration du Code minier de 2009. Parce qu'effectivement, au niveau de l'information de nos populations, nous avons déjà les commissions communales minières qui sont informées des projets des sociétés minières, voire des usines. Donc, je crois qu'il y a aussi une commission d'information qui est prévue et qui doit prendre en compte effectivement cette préoccupation de la société civile. Il faut simplement que les choses soient réorganisées à ce niveau-là. Quand je parlais tout à l'heure de la prise en compte des populations locales, c'est de ça dont on parle. Comment peut-on admettre aujourd'hui qu'on ne soit pas informé de la manière dont les choses se déroulent? De toute façon, si on n'associe pas les Calédoniens à ces décisions, ils vont se rappeler à notre bon souvenir. Hein. C'est ce qu'on voit. C'est ce que je vous souhaite. C'est aussi simple que ça. Non, mais c'est l'entière vérité. C'est l'entière vérité. On ne vit plus aujourd'hui dans la société dans laquelle on vivait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Il faut en tenir compte. Donc, en ce qui me concerne en tout cas, moi j'appuie cette demande. Moi je redis, parce que Mme Cornaille vous parle de la société civile, moi je parle beaucoup de la population locale. Parce que jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas été prises en compte. Et ça c'est clair. Locale, c'est nous tous, M. Thuénon. Une toute dernière question. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il faut faire attention aux choses, Mme Cornaille. Je crois que quand je parle de population locale, c'est ceux qui, depuis 154 ans aujourd'hui, subissent l'activité minière. Je parle des tribus qui sont au pied de la mine, qui ont vu leur captage d'eau pollué par la minière, qui ont vu leur route esquintée par les camions. C'est de cela que je parle. Leurs rivières engravées, leurs poissons disparaissent. C'est d'abord cela. Après, ceux qui s'organisent sous forme d'associations de protection et tout ça. Oui, bien entendu. Mais d'abord les populations locales. Oui, mais les populations locales il faut se poser des questions. Et intègrent notre collectif. Il faut se poser souvent les bonnes questions. Pour que on soit ensemble les plus forts. Dans les communes minières. Qu'est-ce qui ne va pas dans les commuines minières? Regardez la réalité du terrain. J'aurais aimé savoir ce que pensaient donc ces messieurs du chiffre suivant, de la proportion suivante, 2% de la contribution la contribution du secteur mine et métallurgie au budget de la Nouvelle-Calédonie est de 2%.
Est-ce que vous pensez que ce chiffre est décent? Merci Martine Cornaille. Vraiment une réponse d'un mot. La réponse Gilbert c'est non. Tuénon. La réponse est non. On a parlé tout à l'heure de Fonds pour les générations futures. On a parlé de révision du comité stratégique industriel, qu'il faut revoir les choses, bien évidemment. C'est la fin de ce dernier débat de cette émission. Olivier Jeannemann, je crois que là c'est évident. Il y a au moins un consensus évident, voire peut-être plus. Surtout. Je n'ai constaté aucune divergence, que des convergences, c'est remarquable. D'ailleurs, on dirait même que l'Union calédonienne et Calédonie ensemble, même combat pour le nickel. Parce que pour ce qui est du Fonds pour les générations futures, vous êtes tous les deux d'accord. Pour la manière de l'alimenter, vous êtes aussi complètement d'accord. Et vous connaissez même le calendrier, c'est-à-dire le calendrier qui nous est proposé aussi bien par Philippe Michel que Gilbert Tuénon, c'est après le référendum. Donc, de ce point de vue-là, on voit que ce Fonds pour les générations futures est plutôt bien parti et qui verra peut-être le jour. Peut-être, on verra, au-delà du référendum. Merci Olivier, merci Gilbert Tuénon, merci Philippe Michel d'avoir participé à ce Question à venir qui s'achève. Merci à toute l'équipe qui a préparé ce rendez-vous. La première vous donne rendez-vous jeudi prochain pour cette fois-ci une soirée historique avec tout d'abord le documentaire Boom et bouillonnement de 1968 à 1975 proposé par Antoine Le Teneur et Joachim Arlot. Et justement, c'est un documentaire qui revient sur le premier boom du nickel et la naissance de la revendication indépendantiste. Un documentaire qui sera suivi d'un nouveau numéro des grands témoins. Le témoin, jeudi prochain, ce sera Louis Lepinsec, ancien ministre des Dom-Tom, à l'époque justement de la signature des accords de Matignon et d'Oudinot. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée à tous sur La Première. Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc. Ah, oui.